S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, c'est Max et bienvenue pour ce 58e épisode. On se retrouve chaque mardi à 17h pour entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA en recevant des joueurs, des joueuses, des coachs, préparateurs physiques, mentaux, des consultants, des arbitres et même des agents. À l'aide d'anecdotes et d'histoires croustillantes, j'espère vous régaler du mieux possible sur ce sport qui rend fou, le tennis. Aujourd'hui, on enchaîne avec la deuxième partie sur la Boots et sa fuse en calcul chez M. Bouter qui nous explique le pourquoi du comment. Même en ayant été top 50, il a plutôt eu intérêt à travailler en prenant sa jeune retraite d'athlète de haut niveau. Julien nous partage quelques anecdotes en tant que directeur sportif du Moselle Open, poste qu'il a occupé avant d'en devenir le directeur depuis maintenant 16 ans. Il nous explique avec passion les rouages d'un tournoi ATP, comment fonctionnent les minimums garantis pour faire venir des stars, la santé économique d'un ATP 250, le prix d'une date d'un événement de cette catégorie. Notre invité nous décortique également ce qu'est un rapport ATP. Bref, il nous confie ce qui l'anime tant dans cette mission loin d'être évidente au quotidien. Les réponses de Julien aux questions de fin sont très cool puisqu'on revient sur deux anecdotes sympas avec Sampras et l'allemand Nicolas Kiefer, mais aussi avec Younes El Ainaoui pour sa première finale sur le circuit. Son plus gros pétage de câble, il nous donne par ailleurs sa vision sur Benoît Paire et Nick Kyrgios s'il devait avoir à les gérer sur son propre événement. Cette seconde partie est riche pour votre culture tennistique, les légendes. J'ai personnellement appris plein de choses et je vous rassure, ça n'est qu'un début. Aujourd'hui, c'est la sortie de notre seconde masterclass avec Sam Sumik. Cette fois, il s'adresse aux coachs et aux joueurs et transmet ce qui est selon lui la meilleure manière d'entraîner. Ce cours de plus d'une heure est en 9 parties. Il nous met à disposition ses 15 années de circuit et son incroyable palmarès pour réussir à mieux comprendre son joueur, à gérer les périodes de crise, à gérer au mieux la communication dans une équipe, à maîtriser ses émotions, à dépasser ses blocages, à se fixer des objectifs ou encore à préparer et débriefer ses propres matchs. Tu peux t'abonner hyper facilement pour recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, c'est le premier lien juste en dessous en description. C'est parti pour la deuxième partie de ce 58e épisode avec Julien Bouter. Bonne écoute et bonne découverte à tous. Monsieur Bouter, rebonjour. On en est à l'après-carrière. Julien, est-ce que tu nous as parlé de ta prise de décision pour prendre ta retraite sportive? Tu nous as parlé de ton papa qui t'avait inspiré. Comment est-ce que tu as cheminé gentiment vers le consulting déjà à la télé et puis ensuite ton rôle de directeur de tournoi du Moselle Open? Une fois de plus, comme beaucoup de choses dans la vie, ça se fait par opportunité et puis par à un moment, il y a des trains qui passent et puis il faut les prendre. Et en fait, ça a été le cas parce que quand je me suis déjà fait opérer l'épaule, en fait, alors on va reprendre un tout petit peu plus tôt, c'est en 2000, en 2001. Il y a l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. À ce moment-là, c'est Patrice Dominguez qui est directeur du tournoi. Et pendant, je crois, 2 années, il ne l'a pas organisé parce qu'il ne s'était pas entendu avec les assurances, la rénovation du palais et autres. Et en fait, quand tu es exploitant d'une date dans le calendrier, si tu ne l'organises pas 3 ans de suite, enfin, si tu ne l'organises pas donc 3 années consécutives, tu perds la date. D'accord. Donc, il lui fallait absolument trouver une date. Et donc, il ne l'a pas fait en 2001, en 2002. Il fallait qu'il le fasse en 2003. Et moi, je le rencontre, c'est à Indian Wells en 2003. Et on discute et je lui dis, mais au fait, tu as trouvé quelque chose? Il me dit, non, je galère, j'ai fait toute la France. Mais je lui dis, tu sais, nous, il y a eu un concours de circonstances. Il y a l'ancien palais des sports qui a brûlé. Et ils en ont reconstruit un nouveau. Où on est capable, nous, d'accueillir un tournoi de tennis parce que la salle elle fait 4500 places, qu'en plus, localement, je connaissais déjà les entreprises, les collectivités ou autres. Et très vite, donc, cette idée, j'en parle à mon pote Yvon Gérard. D'accord. On en discute et je les mets en relation, donc Patrice et Yvon. Et c'est comme ça que le tournoi, en 2003, est transféré et vient donc à Metz. Et toi, tu es encore sur le circuit à ce moment-là, à Indian Wells? Je suis encore sur le circuit, mais je me fais opérer de l'épaule en septembre. Donc, le tournoi doit être fin octobre, il me semble, à ce moment-là, ou mi-octobre. Et moi, je sors de l'opération de mon épaule. Et donc, la première édition du Moselle Open, alors que je suis circuit, je ne peux pas la jouer. Et j'ai mon bras en
en écharpe. Et à ce moment-là, Patrice, lui, qui est consultant pour Paris Première et en même temps directeur donc du coup du tournoi, il dit c'est Jérôme Deverdier qui était le consultant, le journaliste de Paris Première. Il lui dit tiens, il y a Julien qui est là, il est joueur, ce serait peut-être sympa qu'il fasse 1 ou 2 matchs parce que moi, voilà, je peux pas commenter tous les matchs en tant que directeur de tournoi. Et donc c'est comme ça que je commente 2 quarts et une demi-finale. Et Patrice, lui, continue de faire 2 quarts, une demi, et c'est lui qui fait la finale. Et donc, c'est comme ça que moi, je commence l'exercice de consultant. Et t'aimes bien au départ ou tu trouves ça chiant? J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup puisque il y a une seule chose que j'ai peut-être jamais fait dans ma carrière et avec peut-être que c'était l'étape supplémentaire, c'était beaucoup me regarder en vidéo les matchs. Parce que, d'une part, quand on est au-delà de la 50e place mondiale, c'est pas toujours que les matchs sont télévisés ou enregistrés. Mais en plus, c'était une période où, en 2003-2004, cette notion digitale et puis de match sur CD ou même clé USB commençait à devenir un petit peu plus courante, tu vois. Okay. Jusqu'avant, c'était limite des cassettes VHS, quoi. Ouais. Et donc, je consulte ce tournoi-là avec mon bras en écharpe et ça me plaît pas mal. En plus, ça se passe bien avec Jérôme, il est sympa. Voilà une année qui passe. Après, je réenchaîne et à ce moment-là, je décide moi d'arrêter après Wimbledon, donc en juin ma carrière. D'accord. Donc, la 2e édition du Moselle Open, je ne la joue pas en tant que joueur. Et il y a juste à ce moment-là, Yvon, mon pote, on fait une conférence de presse, mais 1 mois avant le tournoi. Donc, ça devait être en août ou en septembre. Et il dit, voilà, il va y avoir une wildcard en double Bouter-Mutis. Et il me prend de court, alors que moi, j'avais déjà pris 15 kilos, je n'avais pas fait de sport. Et il me dit, voilà, Julien. Et donc, moi, je n'ai pas du tout joué, je n'avais pas de raquette ni rien, c'était une catastrophe. Et donc, je l'ai joué, mais en double. Avec la mute. Avec la mute. Et vous avez fait quoi? On a fait le premier tour, on avait joué Lubicic Seppi au premier tour. D'accord. Petite parenthèse sur les cassettes VHS dont tu parlais. Je me souviens de cette cassette de Roland Garros ça devait être 2001, où justement, tu bats 2002, tu bats Costa à Roland. Je me souviens de la voix de Chamoulot sur la cassette de Roland qui fait le résumé de ton match à ce moment-là. J'avais 12 ans. Voilà, c'est petite parenthèse, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et donc voilà, comme en plus, donc la 2e année, je joue pas vraiment le tournoi, mais je le joue juste une fois. Et en plus, il y a une cérémonie qui est organisée. Il y a pas mal de mes potes comme Thierry qui sont là. Et en fait, c'est un peu le dernier match de ma carrière. Et donc voilà. Et donc cette année-là, je recommande à nouveau pour Paris Première. Et donc j'arrête ma carrière. Et là, Jérôme, il dit, voilà, on fait quand même pas mal d'événements tout au long de l'année. On en a une dizaine. Patrice peut pas tous les faire. Est-ce que ça te dit? Et donc, c'est comme ça, petit à petit, tu vois, j'allais sur Paris et je commentais un peu. Et à ce moment-là, il y a Thierry Champion qui était sur Pathé et qui est devenu Sport Plus Canal. Il enchaîne et il coach à la fois, je crois, Clément et Di Pasquale. Ouais. Et il ne peut plus être consultant parce qu'il n'a plus le temps. Et Hicham Arazi, je crois même, il en avait 3 même à un moment. D'accord. Et il dit, tiens, j'ai entendu Julien sur Paris Première, c'est pas mal. Et c'est Fred Viard qui m'appelle à ce moment-là. Et qui est directeur du tournoi du coup au départ? Patrice Dominguez. Voilà, en 2003, okay. 2004, 2005. D'accord. En 2005, il y a une petite divergence, mésentente ou autre. La date appartenait au groupe For5. Et donc, nous, on l'a loué, simplement. Et à ce moment-là, c'est où il y a eu les sessions où je crois que c'est Sport5 qui rachète la société d'OCAD de Gilles Moreton. Et donc, à ce moment-là, comme Gilles Moreton devient directeur du tournoi une année, je crois que ça va être là en 2006. Et donc, il me nomme directeur sportif. C'est quoi les missions du directeur sportif? C'est de s'occuper essentiellement de tout ce qui est plateau sportif et relations avec les joueurs, l'ATP, les arbitres, ces choses-là, quoi. Et faire venir des têtes d'affiche, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment côté joueur et tout ce qui est sportif est en lien avec l'ATP et presse média, en fait. Tout ce qui est vraiment propre à la connaissance tennistique, j'ai envie de dire, et milieu tennistique. Et petite parenthèse, est-ce que tu avais besoin d'une reconversion d'une activité comme ça ou tes investissements que tu avais fait par ailleurs grâce au tennis te suffisaient largement pour ta retraite et c'était plus des challenges un peu personnels, quoi? Ah non, pas du tout. Les investissements et ce qui est gagné, c'est pas compliqué, hein. Après, on peut revenir, mais tu fais un calcul. Tu te dis, allez, j'ai joué 8 ans. Si j'ai gagné 1 million, allez, 1 million d'euros, même si c'est pas en euros, tu fais le calcul, hein. Une saison, ça me coûtait 80 000 euros simplement en frais.
Donc, tu fais x8, ça fait déjà 650 000 balles. Ça veut dire qu'il t'en reste, allez, on va dire 350 000. Sur tes gains, tu payes 15% ton coach. Donc, tu enlèves 15% allez, on va dire, pour faire des comptes ronds de 300 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il te reste, on va dire, allez, 220. Là-dessus, tu payes tes impôts à 40%. Et puis, tu fais le calcul. Ça veut dire que pendant 6 ans, ouais, tu as gagné net 2500 balles par mois, quoi. C'est ric-rac, ouais. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut savoir, la vérité du sportif et en plus du joueur de tennis, parce qu'il est travailleur indépendant. Et quand tu as 25 ans et que tu gagnes même 10 000 euros par mois et que tu es travailleur indépendant et que tu as 25 ans, pas de femme, pas d'enfant, tu t'imagines sous quel régime fiscal tu te trouves. Donc, tu te fais égorger. Et en plus des frais, plus payer les… Donc, ça veut dire que, oui, à ce moment-là, tu vivais correctement, et en plus correctement, je vivais correctement les 4 dernières années, hein, mais il n'y a pas de quoi mettre de l'argent de côté. Donc, à part si tu restes, j'ai envie de dire, pendant 10 ans dans les 50, tu peux commencer à en mettre un petit peu de côté et puis voir venir, mais sinon, c'est impossible. Ouais, donc tu avais besoin d'une vraie reconversion et c'était oui, un plaisir, quoi. Surtout que moi, je m'étais organisé pour… Alors, moi, j'ai arrêté à 28 ans. Moi, je pensais jouer jusqu'à 32, 33. Et peut-être, j'ai envie de dire, ces 3, 4, 5 années qui venaient, ça allait certainement être les années où, si je continuais à être dans les 50 et même progresser, où j'allais pouvoir en mettre de côté. Mais ce n'était pas le cas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 ans, quand je jouais, en termes de prize money, tu gagnais 2 à 3 fois moins que maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que tu regardes maintenant dans les grands chelems, ce que tu prends, si tu perds au premier tour, je ne sais pas, tu dois prendre 40 ou 50 000 euros. Alors que moi, quand je jouais, tu prenais ça, mais au deuxième tour d'un grand chelem. Un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like dès maintenant si t'es sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu nous aides comme jamais et c'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre pour continuer d'avoir des invités qui régalent. Si tu veux un échantillon de cours gratuit qu'on a déjà enregistré, tu peux récupérer les 4 secrets de statisticien enregistrés avec Fabs Barreau, qui travaille pour Gilles Sarvara, le coach de Daniil Medvedev. Félicitations d'ailleurs Fab pour ce premier grand chelem remporté en équipe à l'US Open. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le comprendre, c'est un outil puissant pour cerner qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 joueurs et joueuses du top 100 pour arrêter de trembler sur balle de break. C'est juste en dessous. Ce sont des liens que tu peux retrouver facilement en description. Donc là, tu es directeur sportif. Tu aurais une anecdote ou deux pour nous faire comprendre un peu ce métier de l'intérieur, de nous faire vivre? Il y en a plein, j'en ai des dizaines. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, ouais, une première édition, c'est qu'à un moment, le cours, parce qu'on est sur une surface en bois, c'est du Novopan, qui est fixé, donc ça avait un système comme le parquet avec un tenon et mortaise, donc qui s'emboîte, et puis après c'est sanglé, et une fois que c'est sanglé, on passe, c'est une résine qu'on met dessus avec une raclette, et c'est un mélange de résine, c'est de la peinture et de la silice, pour que ça donne ce côté un peu abrasif, et certainement que le plancher devait être un peu mouillé ou autre, et au bout de 2 jours, donc il sèche à l'intérieur, et donc il se rétracte un petit peu quand ça sèche, l'humidité part. Et donc, il y avait des espaces entre les dalles. Et donc, quand les joueurs bougeaient ou se déplaçaient, les dalles, elles bougeaient. Et donc, on s'est retrouvés les soirs en train avec les pieds, en tapant comme ça pour resserrer. Et tout le monde avait les ongles pétés, des pieds, des ampoules et autres pour pouvoir… voilà, ça, c'est une anecdote qui peut arriver quand tu organises un tournoi. Ou alors, il y en a une qui était bonne, celle-là. C'est quand le cours est fait, on commande des pochoirs pour marquer Moselle sur le cours, ATP ou la région ou la ville ou ainsi de suite. Et donc, on finit le cours et ça doit être prêt pour les qualifications. Ouais. Et donc, le jeudi soir, donc on reçoit les pochoirs pour le jeudi pour faire le cours. Et en fait, les pochoirs, ils se sont trompés dans la fabrication et ils se sont trompés de 10% d'un dixième au niveau de l'échelle. Et donc, au lieu d'avoir des pochoirs qui faisaient 5 mètres de long ou 6 mètres de long, eh ben, ils faisaient 50 cm de long. Et donc, on sort les pochoirs et on est incapable de les faire. Et donc, je me suis retrouvé entre minuit et 4 heures du matin à redessiner sur le cours au crayon le Moselle et Ville de Metz pour pouvoir, après, une fois que j'avais fait les dessins avec la règle et tout, le passer à la peinture. Pour que ce soit prêt le lendemain, parce que sinon l'ATP nous refusait la validité du cours. Voilà des anecdotes qui arrivaient toutes les éditions. Je me rappelle une fois, il y avait un spot
qu'on avait installé pour l'éclairage du cours. Dans la nuit, il y avait des oiseaux qui étaient rentrés, qui avaient niché, et hop, en plein début de match, le feu, le spot qui tombe. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça. Quelle tête d'affiche t'as fait venir grâce à ton réseau ou comment tu t'es débrouillé? Le réseau, dans tout ça, j'ai envie de dire, il y en a quelques-uns qui vraiment par un côté affectif qui venaient, des mecs voilà comme Thierry, des mecs comme Clément et autres. Sinon après, ça reste quand même un métier. Donc à partir du moment où c'est un métier, le joueur a une valeur marchande, donc tu arrives à négocier. Mais après, tu as des coups à faire. Alors, oui, il y a des coups qui ont été sympas où je fais venir des anciens numéros 1 mondiaux, des mecs comme Philippe Poussis ou Safine, même si les mecs étaient 25 ou 30, mais tout de suite, tu vois, c'est des mecs qui avaient la queue il y avait la queue dans la billetterie quand ils jouaient, quoi. Nishikori, là, il y a 2-3 ans. Nishikori fait vendre des billets aussi en France? Non, mais par contre, au niveau des droits et autres, et puis de l'impact sur les réseaux sociaux et autres, c'est une sacrée machine. Parce que derrière, vous avez la télé japonaise qui vous achète. Oui, voilà. Et puis après, les fans qui suivent aussi sur les réseaux, les partages et autres, qui est aussi une façon de compter une notoriété qui a beaucoup de sens pour les événements de plus en plus maintenant avec le digital. Après, voilà. Après, il y a une fois où je me rappelle, on avait réussi juste avant l'Australian Open à signer Wawrinka. Yes. Parce qu'il a bien joué la fin de l'année et on l'avait signé juste avant l'Australian Open et il s'était envoyé l'Australian Open. Donc on l'avait signé, il était 25e mondial et après il s'est retrouvé 5. Quoi. Et son minimum garantie n'avait pas flambé entre-temps? Parce que tu es le premier directeur de tournoi qu'on a sur le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnent les minimums garanties, comment vous le gérez à votre échelle, ça? Il y a plein de paramètres qui interviennent. Ils sont tellement nombreux. Moi, comment je fonctionne, c'est que je fonctionne en fonction des périodes, parce que plus on signe tôt, plus il y a peut-être une notion de risque. Donc, ça dépend aussi par moment d'un besoin de communication. Quand on avait repris la date là, il y a 5 ans, on avait besoin de beaucoup communiquer et donc on a dû signer des joueurs plus tôt. Donc, on a été obligé de prendre un peu plus de risques pour pouvoir les annoncer lors de la conférence et relancer la machine, parce que tout le monde pensait que le tournoi était vendu. Bref, donc ça dépend un petit peu des contextes. Mais il y a toujours, moi, comment je fonctionne, il y a toujours un fixe qui correspond, j'ai envie de dire, à un classement, un instant T et une notoriété de joueur. Parce que ce qu'il y a, c'est que, alors je suis pas cruel, mais c'est un fait. Tu as Davydenko ou, par exemple, prends des joueurs qui ont été 3, 4, 5 mondiaux. Tu prends Davydenko, Wawrinka ou mon fils. En termes de niveau de jeu, c'est top les 3. En termes de ranking, c'est top les 3. Mais par contre, Davydenko, je ne sais pas s'il vend beaucoup de billets, même s'il est 4e mondial. Ouais. Par contre, un mec comme Safin, quand il était 35, quand il est venu, il y avait 150 mètres de queue devant la billetterie. Ouais. Donc, il y a aussi un côté populaire. Et donc, ça, c'est aussi… il y a des gens, ils viennent voir un joueur et ils viennent pas voir un classement. Et par contre, avec certains partenaires, tu es obligé de respecter un certain niveau de tableau et donc de garantir certains classements. Donc, tu es obligé de jongler entre ces notoriétés, ces classements et puis un côté précoce d'annonce et ton tableau final. Ouais. Donc voilà. Après, tu as des tiroirs au niveau des bonus de classement. Tu peux mettre en place. Si par exemple, tu signes quelqu'un en mai pour ton tournoi en septembre, si le joueur il sort des 20, il a un malus. S'il rentre dans les 20 ou dans les 10 ou ainsi de suite, tu mets des bonus. Et puis après, tu peux mettre aussi sur certains joueurs, tu vois, qui peuvent être 15 ou entre 10 et 20, j'ai envie de dire, des bonus s'ils font des demi ou finales en Grand Chelem avant ton tournoi. Parce que tout de suite, il y a un coup d'éclairage sur le joueur et donc ça t'apporte quelque chose. Comme Stan. Et après, tu mets des notions de garantie dans ton tournoi. D'accord. Parce que j'ai envie de dire, tu as une finale, je sais pas, comme on a eu par exemple Thiem Pouille, ouais. Ou alors tu as Seppi Kokushkin, c'est pas pareil. Donc certains de ces joueurs-là, tu vas leur mettre des garanties s'ils atteignent les demi et s'ils atteignent la finale ou s'ils gagnent le tournoi. Et un tournoi comme Acapulco qui peut lâcher un minimum garantie d'1 million pour avoir Nadal
Ils ont 1000 fois plus de budget que vous dans le sponsoring, dans les droits télé. Comment ça marche exactement pour se permettre ce genre de luxe? J'ai envie de dire, ça dépend du modèle économique, tout simplement. Ok. C'est que je pense qu'un tournoi comme Acapulco, déjà, tu prends en termes de ville, tu prends Metz Acapulco, tu calcules la population, tu calcules le nombre d'entreprises, tu calcules la puissance économique de la ville, et on n'est peut-être pas sur les mêmes bases non plus. Donc là, c'est certainement un tournoi où il y a une ville qui est très présente derrière. Et je pense sortir 1 million pour avoir Nadal pour une ville comme Acapulco, c'est pas le bout du monde, quoi. Ok. Par contre, pour nous, en termes de territoire, avec un département comme la Moselle, c'est une autre histoire. Donc voilà. Après, nous, notre difficulté, c'est qu'on est sur entre guillemets un petit territoire. On est quasiment la plus petite ville du calendrier. Et ouais. D'où l'enjeu de garder la date année après année. C'est déjà un beau challenge. Et pourtant, en termes de qualité de plateau, et ça on le voit dans les statistiques, on est dans le premier tiers des 250. En termes d'affluence, on est dans le premier quart, voire le premier cinquième. En termes de budget, on est pas mal non plus. On n'a pas des aides monstrueuses non plus des collectivités, même si elles sont présentes à nos côtés, notamment la Moselle et la région. Et après, on a un modèle économique qui est un petit peu à part. On a travaillé sur déjà on a une billetterie qui fonctionne bien en termes de fans de tennis, même si en termes de territoire, comme on est un petit territoire entre guillemets par rapport même à une métropole comme Lyon ou Marseille ou autre, la métropole Messine c'est pas Lyon, donc il y a moins de fans au mètre carré que dans ces autres territoires, mais on a vraiment réussi à fédérer les clubs et autres. Et puis ce qu'il y a, c'est que le monde de l'entreprise, on a créé vraiment ce lieu de rassemblement où il y a beaucoup de petites PME qui viennent faire des OP, être présents, et on a fait un système où tout le monde se voit et tout le monde se croise. Donc, on a fait vraiment l'endroit à la fois sympa, festif, mais d'un point de vue économique où tu te dois d'être là. Et tu as dû faire combien de temps tes armes comme directeur sportif avant de devenir directeur du tournoi? Tout est venu très progressivement, hein. Puisqu'après, Gilles Moreton, au bout d'une année, est parti. C'est Corinne Vanier, de chez Lagardère, qui a repris la co-direction avec moi. Donc, elle, c'était le référent et propriétaire de l'événement et responsable de l'organisation. Et moi, à ce moment-là, j'étais mandaté et missionné en tant que directeur tournoi. Donc là, la mission, elle a commencé à s'étendre un peu plus. Jusqu'au jour où, en 2009, je vais la voir et je lui dis « Écoute, Corinne », donc, entre-temps, avec Patrice, donc Yvon était sorti de la structure. Et donc, en 2009, je retourne voir Yvon et je lui dis écoute, Yvon, si on a la possibilité de racheter cette date à Lagardère, est-ce que tu serais partant de revenir? Il a dit tout de suite si on peut, on fonce. Et donc, je vais voir Corinne et on se rencontre. On lui dit voilà, pour vous, Lagardère, c'est un actif qui est quand même pas mirobolant, alors qu'ils étaient sur des t-shirts de grosses équipes de foot et autres. Et donc, on a commencé à négocier pour racheter la date dans le calendrier en 2009. Et c'est comme ça qu'Yvon est revenu dans la boucle et qu'en 2009, on a racheté. Et ça coûte combien une date? Bon, ça dépend. D'accord. Ça dépend de la place dans le calendrier, ça dépend de la région dans laquelle on l'achète ou où on veut la vendre. À un moment, le circuit asiatique est beaucoup moins regardant sur la notion financière pour avoir une date. Mais c'est un calendrier qui est un peu plus bouché là-bas. Donc, voilà. Après, j'ai envie de dire, les dates sur un 250, elles peuvent se négocier. Alors là, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je dirais peut-être une bêtise, mais en Europe, entre 2,5 millions et 4 millions d'euros. À verser à l'ATP? Non, au propriétaire. Au propriétaire, d'accord. En fait, le système de date que je t'explique, c'est très simple. C'est comme si tu étais propriétaire d'un bien immobilier. D'accord. Sauf que l'instance qui règle et qui régule et qui met les règles, c'est l'ATP, comme à un moment, une ville pourrait mettre un plan d'occupation des sols et des règlements. Et donc, une ville a le droit de préempter si tu achètes un bien. Elle a le droit de dire moi, je le veux, donc je l'achète. Donc, l'ATP, elle a le droit, si tu achètes une date, de préempter cet achat et de la racheter pour elle-même et de la geler. Mais à partir du moment où on est propriétaire de cette date, on fait comme avec une maison ou un appartement. C'est-à-dire soit on l'occupe, soit on le vend ou soit on le loue. Donc là, aujourd'hui, voilà, Moselle Open est
Et Et là, détenteur d'un actif de 2,5 millions au moins juste sur la date, quoi. voilà. Et en 2016, vous avez vendu des parts à des investisseurs asiatiques, non? C'est pas ça? Non, non. En 2016, donc, une partie des actionnaires veulent vendre parce Ouais. qu'ils ont fait le tour et ils veulent passer à autre chose. Et une minorité, par contre, veut le maintenir. Là, ben, moi, je me suis positionné, entre guillemets, contre la majorité pour dire si on trouve des investisseurs pour racheter justement les parts des sortants, mais au prix asiatique, puisqu'on avait une proposition de Taipei pour D'accord. racheter la date. Ouais. Donc voilà, donc j'ai été voir des entrepreneurs du territoire et puis qui ont investi et qui ont racheté aux actionnaires sortants, Ok. donc leur part pour pouvoir les libérer et donc garder cet actif ici en Moselle. Et pour nous faire comprendre, c'est un job à temps plein sur toute l'année d'organiser un tournoi comme ça? C'est combien de personnes? C'est quel budget? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres un peu clés, qu'on se rende bien compte? Nous, on a une petite structure, hein. Il y a 3 personnes à temps plein sur l'année. Voilà. Mais par contre, après, quand on approche de l'événement, et sur l'événement, on monte à 350 personnes qui y travaillent. Et les 3 personnes à temps plein, t'en fais partie? Non? Non, Elles non, font non. quoi, ces 3 personnes? Ben, elles travaillent sur tout ce qui est la compta, la billetterie, le commercial, la communication, Le sponsoring est à renégocier chaque année? Ou c'est… une grande partie, une grande partie. Alors sur pas mal j'ai envie de dire les grands comptes, on est très souvent sur des contrats pluriannuels. Ouais. Mais par contre, sur tous les autres, toutes les entreprises, les RP, les espaces, on est sur de la reconduction d'année en année. Et toi, t'avais quel équipementier à titre perso quand tu étais joueur? J'étais chez Fila. Ah oui, exact, je me souviens. Énorme. Avec la grande bande rouge dans le dos, là. Ouais, c'était la période où il y a eu voilà, les liens un petit peu aussi avec Pininfarina et ils ont ressorti les collections avec, voilà, avec du blanc et rouge essentiellement. Ouais. Est-ce que vous échangez pas mal avec Jean-François Cojol de l'Open 13 Oui, pour, on est très proches entre directeurs de tournoi, on est très proches. ouais, j'ai Ouais, l'impression. que ce soit avec François, avec Samir, avec Thierry, avec Lionel Maltese, même avec la fédération, parce que depuis qu'il y a eu cette nouvelle gouvernance, il y a eu une autre considération, alors peut-être pas que financière, mais surtout depuis qu'il y a Bernard et toute son équipe, avec notamment Alain Moreau en charge des tournois, on est en rapport très très souvent les uns avec les autres et ils ont compris que nous, on faisait partie de ce maillage territorial et que pour une fédération, on avait beaucoup d'importance parce qu'on permettait justement aussi d'animer les territoires, de casser justement ce lien simplement télé-pratiquant. C'est qu'on a des ramasseurs, on a des gamins qui viennent, et ça a beaucoup de sens pour le tennis. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de te dire, tu vas rigoler, il y a une fois BIM en 2003 qui est venu pour la finale. Et sinon, toutes les autres années, après, quand c'était des gars chassins, ils venaient quasiment souvent, mais une fois dans la semaine. Ouais. Mais depuis qu'à un moment, c'est la nouvelle gouvernance, il y a toujours 3 à 4 personnes de la Fédé qui viennent tous les ans. Et systématiquement. Bernard Moreau vient en début de semaine et Bernard a toujours été présent pour les finales. Et donc ça, c'est des choses qui ont aussi beaucoup de sens. Et en échange, on essaie de travailler ensemble, peut-être de mutualiser. Et donc, il y a un dialogue et une concertation qui est beaucoup plus importante et construite depuis l'arrivée de cette nouvelle équipe. Et c'est quoi la force du Moselle Open? Qu'est-ce qui séduit les joueurs en priorité? Bon, je pense qu'on a une belle organisation. On a un rapport ATP qui est quasiment parfait chaque année. C'est-à-dire, c'est quoi un rapport ATP? L'ATP, en fait, c'est pas compliqué quand ils finissent l'événement. Le superviseur, donc Lars Graf, les années précédentes, ils prennent tous les points du règlement ATP, Ouais. c'est-à-dire concernant l'hôtel, les kinés, les transports, les ramasseurs, les juges de ligne, la qualité du terrain, l'éclairage, le show, l'organisation, les boissons, les repas, enfin, tous les points sont détaillés et c'est un rapport qui fait une 40aine de pages sur la taille du terrain, la qualité de l'éclairage, sur l'arbitrage vidéo et tout est détaillé et analysé point par point. Et après, donc, l'ATP fait un rapport en disant le nombre de spectateurs, de public, les badges, le contrôle antidopage, la qualité de la sécurité, les transports, les accréditations, tout est passé au crible et détaillé et ils nous font un rapport. Et nous, chaque année, le rapport, il n'y a quasiment rien à modifier. Et donc ça en fait partie. Et puis après, on a, je pense, un bon public, on a une très belle salle, on a un beau show, on a une ville qui est agréable, un hôtel en plein centre-ville, donc les joueurs s'y sentent bien. Ouais.
voilà, je pense qu'on fait un tournoi avec un accueil sympa. Quand on t'entend parler dans les médias pour défendre le tournoi, le Moselle Open, tu dis souvent que c'est quand même pas mal de galères, financièrement c'est pas évident, que c'est beaucoup de merde à gérer. Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui t'excite particulièrement dans ce projet? Bon, après, déjà, il y a une équipe, hein, parce que ceux qui travaillent, c'est ceux qui connaissent l'événement depuis toujours. Après, l'équipe gouvernante est très importante aussi, puisqu'à un moment, il y a différentes qualités et ces différentes qualités de personnes, on arrive à quand même à gérer les différents caractères de chacun pour utiliser les qualités et avancer. Et puis parce que c'est sympa, quoi. J'ai envie de dire, un métier qui est presque à l'opposé de celui-là, c'est peut-être celui de comptable. Voilà, on a des chiffres, on fait un bilan, tac, tac, tac. Il y a quand même une routine qui est là. Là, par contre, chaque année, il faut se réinventer, il faut créer des choses. Et puis, c'est l'événementiel, quoi. Quand tu es joueur de tennis, il y a plein de choses que tu maîtrises pas non plus. Tu maîtrises ton entraînement, tu maîtrises ce que tu fais avant. Après, il pleut, il y a du vent, quel adversaire, les balles, les problèmes. Donc, tout ça, j'ai envie de dire, c'est la continuité de la vie du joueur de tennis, quoi. C'est ces notions d'incertitude. Et puis voilà. Et puis, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, même s'il y a eu des galères, on a toujours réussi à pallier, trouver des solutions et puis surtout à progresser, quoi. Donc c'est ça qui est. Et puis, je pense que c'est uniquement possible s'il y a l'amour du territoire. Parce que voilà, ça demande quand même beaucoup, pas mal d'investissements, de choses, peut-être des coûts aussi par moment. Voilà, c'est pas non plus le métier où on devient milliardaire, quoi. Donc non, c'est vraiment des métiers de passion, quoi. Tu veux l'emmener où ce tournoi? C'est quoi ton objectif? Je sais pas, un peu comme le reste. Là, on est sûr que les 3 prochaines années, voilà, on va être sur cette même lignée parce qu'on a signé des partenariats et autres. Après, la vie de l'entreprise, elle est compliquée, hein. Quelle entreprise à l'heure actuelle peut dire, dans 3 ans, je serai encore là? Ouais. Il n'y en a pas des millions, donc nous, c'est notre cas. Yes. Donc, c'est très bien. Avant de passer à quelques questions de fin que j'ai qui sont communes à toutes les interviews, il y en a une que j'ai zappée en cours de route. Est-ce que tu as une anecdote vécue avec des monstres du tennis type Agassi, Sampras, Roger, Rafa ou Djoko? Est-ce que tu as vécu des trucs avec ces gars-là un peu en dehors du cours? Tu pourrais nous raconter? Oh. Écoute, je vais réfléchir s'il y en a une s'il y en a une qui me vient. Oh, une anecdote avec Sampras qui était drôle, c'est qu'un jour on a fait un entraînement et donc il était un peu pressé, il a filé son sac, on était à l'US, il a filé son sac à son coach qui est parti au vestiaire, on a fait un détour tous les deux parce qu'il devait passer prendre un truc. On est arrivé à la porte du vestiaire et puis le serveur là-bas, il a dit non, tu rentres pas, t'as pas ton badge, il avait son badge sur son sac. Ouais. Quand Sampras était numéro 1 mondial aux États-Unis, le mec lui dit non, toi tu rentres pas au vestiaire. Voilà, ça c'était. Tu t'entendais bien avec Pete? Ouais, après il était discret, mais il était très cool, quoi. Ouais, c'était un mec qui était sympa, qui était bon esprit. Alors, Après des anecdotes, moi, je te dis si ça me revient. du coup, les quelques questions de fin. Quel est l'échec dans ta carrière qui t'a le plus appris? Peut-être quand je me qualifie justement pour mon premier Grand Prix, c'était à Toulouse. Et je joue Kiefer, qui devait être peut-être 5e mondial ou autre, qui était tête de série 1. Et j'ai joué le match phare en night session. Et je me suis pris 1 et 2. Et j'ai pas gagné mon service du match en salle. J'étais tétanisé. Puis je me suis rentré dans le vestiaire, je me suis mis à chialer. Et il est venu. Alors pour moi, c'était un sale con, Kiefer. Il est venu, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, c'est, hein, moi, je n'ai eu des moments comme ça où je me suis ridiculisé, mais t'inquiète pas, ça va passer. Et continue, tu vois, des mots sympas, tu joues bien. Et il m'avait réconforté. Et c'était un moment qui a eu pas mal de sens pour moi. Beau geste, Nicolas. Quel a Ouais. été le plus bel accomplissement de ta carrière sportive? Moi, je pense gagner un tournoi. En plus, c'était contre Younes en finale à Casa. Il devait être aux alentours de la 10e place mondiale. Donc, c'était quasiment son. Et là-bas, c'était un demi-dieu. Et puis, c'était un match compliqué parce que j'avais le public qui était contre moi. À des moments, je me prenais des projectiles sur le terrain. Younes, il n'avait pas été cool avec moi puisqu'il me chauffait un peu parce qu'il savait que s'il arrivait à me faire dégoupiller. Ah non, c'était un match très compliqué. En plus, interrompu par la pluie 2 fois. Je venais juste avant ma finale d'apprendre que j'avais eu wildcard pour Monte-Carlo.
le match qui était interrompu, décalé. Je savais que mon dernier avion pour Nice, parce que je jouais le lendemain matin à 11 heures à Monaco, je savais que le dernier avion était à 20 heures le soir. Waouh, et en fait, non, c'était une catastrophe le match-là. Et en fait, j'avais réussi à garder mon calme et autres. Et en fait, le match, voilà, je me suis pas trop mal conduit. Mohamed Layani, qui était l'arbitre, il avait été très très bon. Ouais. Et en fait, le public avait complètement changé en fin de match. Et le directeur avait même appelé la compagnie là-bas et ils avaient fait retarder l'avion qui est parti 1 heure en retard juste pour m'attendre. Incroyable. Que je puisse aller à Nice. Donc voilà. C'est bon ça. Ton plus gros pétage de câble sur un cours? Ouais, j'ai cassé ma raquette sur ma nuque, comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, C'était où ça? je pense que c'était un double à l'US Open. On avait breaké dans le 5e. Les mecs qui sont partis faire une pause 1/4 d'heure pour aller pisser. Moi, je m'ai eu marre. Et puis, c'était avec Fabrice et on a commencé à jouer avec les balles. Et l'arbitre, je disais, mais je me suis énervé après lui. Il dit, non, t'as pas le droit de jouer avec les balles là du match parce que c'est une règle si on a envie. Et je m'étais tellement énervé avec lui que j'avais continué. Il m'avait mis un point de pénalité haute et les mecs, ils n'y arrivaient pas. Et puis, je m'étais énervé. T'avais pris une amende? Voilà, pris cher là. Ouais. Ta plus grosse amende, tu t'en souviens? Ouais, enfin, cher, oui, pour moi, c'était cher à l'époque. Ça devait être, j'avais pris 3 000 $, je crois. Aujourd'hui, un Benoît Paire ou un Nick Kyrgios, c'est le genre de bonhomme qui te vendrait le plus de tickets, tu penses, ou pas forcément? Bah, oui, on adore ou on déteste. Mais c'est des gens, ils font du bien au tournoi. Après, voilà, c'est toujours le même problème. C'est cette notion et cette limite qui est très compliquée entre pas aller trop loin et rester en décalage. C'est pour ça que pour moi, des mecs comme Safin ou Ivan Izevich étaient sur un bon créneau. Mais pour moi, certains actes de Benoît ou de Kyrgios sont lamentables. Et ce qu'on entend ou certaines choses ou comportements, mais d'un autre côté, voilà, comme Gaël, ces mecs-là, ils sont nés avec des bijoux dans les mains, ils ont des prédispositions plus physiques, techniques, et puis même dans le match, dans l'opposition, parce qu'il faut en avoir des qualités. Mais voilà, c'est plus des showman. Ils auraient peut-être été plus à leur aise dans une génération où il y avait, voilà, mais comme McEnroe, Lecomte, cette génération-là peut-être. Mais c'est vrai que maintenant, en plus dans un sport qui est devenu très très professionnel et très dense, voilà, à la période de Lecomte, tout ça, les mecs ils pouvaient limite jouer sur une jambe jusqu'en quart des grands chelems les meilleurs, ils passaient. Maintenant, un premier tour de grand chelem, t'as beau être numéro 1 mondial. Tu peux te faire fourrer par un mec qui est 100 ou 120, quoi. L'expérience la plus incroyable de ta vie, Julien, c'est laquelle? Je sais pas. En tant que joueur? Ouais. Ah non, sinon tu vas me dire la naissance de ton fils. Donc, on le sait, hein. Non. Il y en a eu deux. Il y a eu la première fois où j'ai mis mes pieds sur le central de Bercy, où en plus je me suis fait siffler. Et en plus, c'était night session contre Rafter. Et c'est la première fois que je mettais les pieds et puis on rentrait dans le noir et cette salle était blindée et ce sentiment d'étouffer était monstrueux. Et pourquoi tu t'es fait siffler? Parce qu'à la fin, j'avais pris 2 et 3 et je m'étais énervé. Et à cette époque-là, le public de Bercy, tu étais français, tu t'énervais si ça faisait pas bon ménage, quoi. Ouais. Et voilà. Et je commence le match en me disant, ouais, le mec, c'est bon, il s'est pas retourné Rafter. Je prends le service et il m'a mis 3 retours gagnants et il m'avait briqué d'entrée. Et il y a des fois, tu sais, au début, quand tu rentres comme ça, tu te dis, les mecs, c'est vrai que Rafter, on le voit servir, voler de dingue. Mais il m'avait mis 2 retours comme ça bloqués. Hop, bam, hop, 1-0, 2-0, hop, 3-0. J'ai pris 2 et 3 en même pas 1 heure. Ah. Et l'autre fois, c'était rentrer sur le central contre Sampras à l'US. Parce que là, le stadium, ce qui était drôle, c'est quand tu faisais l'échauffement de lob, la balle, elle sortait jamais du public. Ouais. Les tribunes, les tribunes, elles sont tellement droites et tellement hautes qu'en fait, quand tu fais un lob, elle ne va jamais dans le ciel, la balle. Et quand tu joues Sampras et que c'est blindé, ouais, ça fait quelque chose là-haut. Comment tu as géré le fait d'être en couple et d'être sur le circuit? Relativement bien, puisque j'étais pas forcément sur des relations très, très durables et sérieuses. Donc ça se passait bien. Est-ce que tu es du genre à bouquiner un peu? Si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
Mais je bouquinais jamais avant de commencer à voyager, ou très peu. Et j'ai beaucoup lu pendant 5-6 ans. Ouais. Mais depuis, je lis très peu. Bon. Un Mais livre à recommander pour nos oh, auditeurs nombreux? j'en ai plusieurs. Hein, Un seul. Les piliers de la Terre, De qui? Ken Follett. Ah ouais, ok. Je le Monstrueux. je le mettrai en description. Qu'est-ce qui t'a marqué en une phrase? C'est beaucoup de choses que j'aime. C'est l'histoire un peu d'une dynastie ou d'une famille et d'un savoir-faire de bâtisseur de cathédrales Ok. à l'époque. Et Ken Follett, il avait, donc il y en a eu beaucoup de ses livres, mais il avait une particularité, c'est que c'était à la fois un romancier et historien. Et en fait, ses livres étaient très fournis d'un point de vue lien avec l'histoire, et très détaillé. Et c'était c'est des pavés, hein, mais c'était génial. Est-ce que tu as fait appel à un préparateur mental pendant ta carrière? Sur des moments ponctuels, oui. Ce qui a fonctionné pas mal, 3-4 fois, sur notamment des passages compliqués et des blessures, ça a été l'hypnose. D'accord. Ok. Ça permet de faire sauter des verrous, des plafonds Ouais, mentaux. ouais. Et comprendre certaines choses et de te replacer dans des situations, même qui n'auraient rien à voir avec le tennis. Je sais qu'une fois, je me suis retrouvé en face de moi quand j'avais 13 ans. Et puis d'autres fois, trouver des situations pour gérer des malaises ou des mal-être, par exemple, quand tu arrives à un tie-break, quand ça commence à chauffer dans ta tête. Ouais. Voilà, parce que je suis quelqu'un d'émotif et d'assez. Moi, je le suis un peu moins maintenant, mais j'étais très impulsif. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie? Bon, je sais pas. Dans le tennis, peut-être le retour suite à ma blessure d'épaule, parce que ça touchait mon service et autres, et je savais que je ne pouvais pas retrouver 100% de mes capacités. Quels seraient les mots du Julien d'aujourd'hui au Julien qui était au bataillon de Joinville et qui savait pas trop ce qui allait arriver? Qu'est-ce que tu lui dirais, histoire de le briefer, de le coacher un peu? Ah, je sais pas, j'ai aucune idée. Ça change rien. Non, c'est compliqué. Après, il y a plein de choses que j'aurais pas refait ou fait différemment, hein, mais se coacher à ce moment-là, non, je pense que j'étais bien entouré, j'étais déterminé, j'étais voilà, quand même assez rigoureux, travailleur, j'étais dur au mal. Ouais, après, il y a peut-être, voilà, j'aurais pu gagner encore un peu plus de temps, même si on se rend compte qu'en termes D'optimisation, t'as quand même assuré. et construction d'un athlète, tu prends voilà, 21 ans, j'arrête à 28 ans. 6 ans, c'est pas beaucoup, puisqu'on dit que pour faire un athlète, il faut aller 6-8 ans, parce qu'en général, les gamins, c'est 14-15 ans et ils sont athlètes à 22-23 ans. Donc non, pas forcément. Peut-être essayer d'être un petit peu plus prévenant sur mon physique et de pas taper dedans comme je l'ai fait. Le faire avec peut-être un petit peu plus de retenue, ou je sais pas, peut-être. Mais il fallait que je rattrape le temps perdu, donc non. Pendant la période, la semaine de ton tournoi, est-ce que tu arrives à prendre du plaisir en regardant les matchs ou tu es trop la tête dans le guidon finalement? Non, quelques rares matchs, tu vois. Cette année, j'ai regardé le jeune Harold Maillot pendant 2 sets. Je regarde quelques matchs de Hugo Humbert ou quelques parties de match. Ou alors, s'il y a un grand favori, j'ai pas envie qu'il paume. Et puis, un peu d'image de la finale. Mais en tout cumulé, si j'arrive à regarder un match et demi, c'est le bout du monde. T'as jamais voulu entraîner? Si, j'ai commencé avec Thierry Assion, mais je pense qu'on a préféré maintenir l'amitié plutôt que. Ouais. Et puis après, voilà, j'ai quand même beaucoup souffert le fait de tout le temps voyager. Ouais. Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast à qui tu pourrais donner le relais et que tu pourrais nous aider à avoir? Dans le tennis, Ouais, pour parler du circuit, ouais. peut-être pour aborder un autre domaine qui peut être intéressant, peut-être Lionel Maltese. Ouais, qui est spécialiste marketing, hein, c'est ça? Ouais, et puis il est maître de conf, il a une très bonne connaissance du tout ce qui est géopolitique, économique du sport et même multisport et du tennis en particulier. Ça peut être intéressant. Carrément, super idée. Est-ce que tu peux me dire si tu es toujours en contact avec Anthony Dupuis, que j'adorerais avoir? Ah ben non, malheureusement, tiens, mais ouais, ça me ferait plaisir aussi Et de recroiser. tu sais ce qu'il devient parce que à chaque fois que je fais une interview, personne ne sait.
Pas du tout. Père porté disparu. Ouais. David Martin, pardon, dis-moi. Lui, c'était un bon fou, lui. J'ai fait un épisode avec Julien Jean-Pierre qui m'a raconté 2 ou 3 soirées avec Anthony. Et lui aussi, c'était un mec, quand il frappait dans la balle, il y avait quelque chose dedans. Il mettait du poids. Trop cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julien, pour terminer? À côté, je travaille sur justement la situation du sportif et la reconnaissance du sportif par rapport à l'État et surtout lui mettre le sportif individuel, hein, Ouais. surtout une légitimité parce que le sportif n'est rien en France. C'est le seul métier où le mec il est juste travailleur indépendant, mais il est sportif, donc ça rime à rien. Donc c'est travailler sur ça et puis qu'on puisse développer. On a mis en place un diplôme universitaire de management du cadre sportif de haut niveau et développer tout cet axe qui est tellement essentiel pour structurer le sportif avant, pendant et après sa carrière. Ok, muy bien. Voilà. Merci d'avoir pris le temps en tout cas et de nous avoir fait revivre quelques moments très cool, très chouettes. Ça va. À bientôt, Julien. À bientôt. Ciao. Merci jeune légende d'avoir écouté avec exigence, intensité et concentration cet épisode. Je reprends ces termes puisque c'était les 3 premiers points développés par Sam Sumik dans notre première masterclass pour vous permettre de péter vos barrières sur le cours. Aujourd'hui est accessible le 2e cours avec notre Sam National, ce coach d'anthologie. Ce cours est à destination des coachs et des joueurs pour progresser du mieux possible et en même temps en tant qu'entraîneur dans ton approche, ta communication et ton savoir-faire et en tant que joueur dans ton état d'esprit, ton investissement et ta compréhension du jeu. Sam Sumik, c'est plus de 15 ans de circuit, 2 joueuses emmenées à la première place mondiale et 4 grands chelems co-remportés, c'est du lourd. On a mis en place un système d'abonnement pour recevoir un nouveau cours avec un expert du circuit tous les 15 jours. Et si tu veux recevoir la masterclass de manière indépendante, c'est aussi possible. Écris-moi simplement à max@tennislegende.fr. Si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as les 4 secrets de statisticien avec Fabs Barreau qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Leutzar. Tu vas grimper au rideau grâce à la stat en comprenant mieux que jamais ton style de jeu. Et récupère aussi les 14 conseils du prépa Jean-Philippe Vaillant, les liens sont juste en dessous en description. Viens nous dire ce que tu as pensé de cette seconde partie avec un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast. Si t'as pas d'iPhone, tu peux le faire avec un ordi et mets-nous un commentaire sur ces 2 plateformes. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail et avoir des invités de ouf, à te régaler la chic, à avoir des sponsors et à gagner des millions. Ça prend 8 secondes et tu peux littéralement changer ma vie. Un autre moyen hyper utile, c'est de faire une story Instagram. Ça permet à tous les gens qui te suivent de découvrir notre contenu parce que, je te le dis semaine après semaine, le bouche à oreille est une réelle arme dans les podcasts pour faire connaître notre travail. Il n'y a pas encore vraiment de pub aujourd'hui et vraiment en parler aux gens autour de toi, aux gens que t'aimes en transférant un épisode qui t'a plu. Et voilà, c'est aujourd'hui une des meilleures ressources pour nous, pour rayonner et nous aider à nous faire connaître. J'espère que tu as aussi aimé le hors-série dédié au Moselle Open. N'hésite pas à nous faire un retour sur ce format dédié au tournoi du circuit ATP. Tu peux m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max et E-T-M-I-A, M-I-A, pour nous donner toutes sortes d'idées et nous faire ton feedback, ton retour même en français. Tu peux nous soutenir d'une autre manière sur la plateforme Tipeee. Je suis full-time sur le podcast depuis maintenant plus d'1 an. Et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Immense merci à Damiano, Plush et à un autre Damien pour vos commentaires très sympas sur Apple Podcast. La palme de la semaine revient à Damiano qui nous dit « Le podcast s'installe vraiment comme un incontournable. Max est de plus en plus à l'aise et garde sa philosophie d'entretien à la cool, rendant les échanges avec les invités vraiment excellents. Il en rentre facile dans le top 100 au niveau interview. C'est beau ça c'est un vrai compliment. Hâte de découvrir de nouveaux épisodes, notamment avec des anecdotes sur la gestion du stress et de ses émotions, et des invités au parcours riche, Stéphane Robert peut-être un jour. Eh bien Damiano, figure-toi que Steph arrive. Voilà. Merci encore une fois pour tous les messages cette semaine, ça me va droit au cœur et me donne envie de continuer un peu plus et un peu mieux chaque jour. Et je vous le répète, n'hésitez pas à proposer des idées sur LinkedIn ou sur Insta, on est évidemment plus fort à plusieurs. A très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.